à tous, bienvenue dans Accès Direct. On est ensemble pendant une grosse demi-heure pour parler d'actualité. On va parler de plein de choses aujourd'hui. Et puis cette émission, c'est aussi la vôtre. Alors n'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook en live. Donc si vous avez des questions pour nos invités, n'hésitez pas. Les invités, je vais vous les présenter. Au sommaire aujourd'hui, je reçois Denis Varachin, président de l'université Savoie-Mont-Blanc. Nous parlerons de cette rentrée universitaire un peu particulière cette année. Et puis nous accueillerons ensuite Ghislain Garlati. Il est guide du patrimoine des Pays de Savoie. Nous irons nous balader du côté des marches en Savoie avec de très belles images de drones. Et puis enfin, Valérie Derrère sera avec nous. Elle est la directrice de France Bleu Pays de Savoie. Avec elle aussi, nous évoquerons la rentrée chez nos confrères de France Bleu. Mais avant, les titres du JT avec toi, Olivia, de quoi on va parler ce soir? Alors on va parler du 34e sommet franco-italien qui s'est déroulé hier à Lyon. Donc Emmanuel Macron et le chef du gouvernement italien se sont rencontrés. Plusieurs sujets ont été abordés, dont celui forcément du Lyon-Turin. C'est un reportage de Fanette de Buisson qui a assisté à la conférence de presse. Et puis les élus de montagne sont en colère. Effectivement, donc 150 au total se sont réunis ce matin à Moutier. Sébastien Germain y était. Alors ils grognent forcément, puisque selon eux, l'État fait trop de prélèvements. On en a parlé d'ailleurs hier avec Martine Berthet, notre invitée. Et puis l'actualité, ça se passe aussi chez nos confrères. On commence avec une pénurie d'eau. Effectivement, à Ruffieux, en Savoie, pour la première fois, un réservoir d'eau de la commune s'est retrouvé à sec. C'est un réservoir qui est alimenté par une source de montagne. Donc près de 200 habitants sur les 900 de la commune se sont retrouvés sans eau. Et des bouteilles d'eau ont été amenées en urgence. Le souci, c'est qu'il y a eu un grave cas de sécheresse. Du coup, alors que la municipalité avait demandé aux habitants de faire attention sur leur consommation, à savoir pour ceux qui sont intéressés, demain, donc vendredi 19h, une réunion publique à la salle polyvalente de Ruffieux aura lieu pour toutes les questions que les habitants pourraient se poser. Très bien. Et direction Genève pour le deuxième article. Cette fois-ci, on va en Suisse avec cet article. Le Conseil d'État a transmis un projet de loi qui vise à libérer un montant de 123 millions de francs pour créer un nouvel axe routier entre la frontière française et le carrefour dit de la Milice. C'est un projet qui est semi-enterré et donc beaucoup plus coûteux. Vous voyez là sur le petit schéma, il y a des portions qui sont semi-enterrées. Enterrés même. Les 6 municipalités concernées ont donné leur accord, mais il y a un seul couac. Plan-les-Ouates veut que la route qui passe dans la commune soit entièrement enterrée, ce qui n'est pas forcément dans le projet. Le canton ne le prévoit pas. Le projet a quand même été lancé en espérant trouver un accord avec Plan-les-Ouates. Affaire à suivre. Les transports en Suisse, il y en a beaucoup. On parle beaucoup de projets. Oui, effectivement. Et avec vous, Pauline, on parle de dressage de chiens. Et oui, ça devrait plaire à beaucoup à la rédaction qui aime les animaux, et toi aussi, Olivia. Oui. C'est un exercice de dressage des chiens d'intervention qui sont réunis ce jeudi, les gendarmes français et les Suisses, ainsi que la police genevoise. Alors c'est un travail qui est destiné à accroître tout simplement les performances des chiens et leur capacité à évoluer dans tous les milieux. On le voit sur la photo, là, ils sont sur un bateau. Alors le scénario est simple. Pour Virginie et Hold Up, le chien, son collègue à 4 pattes, partir à bord d'une vedette à la recherche de stupéfiants et d'armes, mais que pour le binôme ce soit efficace à tout moment et en toutes circonstances, le choix doit être habitué à évoluer dans un milieu particulier. C'est donc la raison de cet exercice organisé ce jeudi. C'était sur le lac Léman entre Français et Suisses donc. Et puis on parle sport, on parle crossfit. Et oui, je sais que vous adorez ça, Olivia. C'est Jérôme Giraudet qui est l'ancienne skieuse de Flaine. Elle est ici au centre de l'image. Elle est reconvertie en coach sportif et elle se lance dans un nouveau projet. Durant 5 mois, la gérante de la salle de sport a lancé un défi, se mesurer à d'autres athlètes à l'occasion d'une grande compétition. Donc 5 mois, c'est énorme. Depuis septembre et jusqu'à fin janvier, elle organise, alors attention, le nom est un peu compliqué, les Open Pulse, The Fittest on Pulse, inspiré des célèbres CrossFit Games, merci. On a parlé anglais hier avec Sébastien Germain. Le CrossFit qui combine donc différentes activités physiques et sportives. En janvier, les 3 meilleures filles et les 3 meilleurs hommes seront récompensés grâce aux différents partenaires de l'opération. Donc, on en fera partie, Pauline. Oui, absolument. Avec le niveau de sport qu'on a, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Olivia. Je te laisse courir, continuer à faire les titres du JT. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Je reçois donc Denis Varachin, président de l'Université de Savoie-Mont-Blanc. Merci d'être avec nous. Bonsoir Pauline. Alors on va revenir sur cette rentrée universitaire. Plus de 15 000 étudiants sur vos 3 sites, Chambéry, le Bourget-du-Lac et Annecy. Ça fait beaucoup d'étudiants, trop d'étudiants. Alors en tout cas, cela prouve l'attractivité de notre université et de cela on ne peut que s'en réjouir. Cette attractivité a sans doute une double origine.
une croissance démographique, puisque nous nous situons sur un territoire parmi les plus dynamiques de France. Et nous participons de cet écosystème territorial. Et puis les résultats même de l'université, qui sont absolument excellents et qui font que cette université aujourd'hui est recherchée. Alors que 15 000 étudiants, c'est énorme. L'université peut recevoir autant d'étudiants ou alors elle manque de moyens pour les recevoir, ces étudiants? Alors malheureusement, on va dire que notre université fait partie un peu des universités oubliées, c'est-à-dire que les territoires qui s'accroissent et qui s'accroissent rapidement, et c'est le cas chez nous, ne voient pas leurs moyens augmenter. Donc on va dire que par rapport à la moyenne nationale, nous avons un budget d'environ 115 millions d'euros. Normalement, sans tenir compte même de la qualité des résultats, qui est tout à fait exceptionnelle de notre université, nous devrions bénéficier, dans le cadre d'une péréquation nationale, d'une trentaine de millions supplémentaires. Donc on voit bien que nous pourrions développer beaucoup plus de projets qui nous sont demandés aujourd'hui par les territoires si ces moyens nous étaient attribués. Aujourd'hui, vous n'avez pas les moyens de vos ambitions? C'est clair, voilà, je pense que vous avez bien résumé les choses. Donc aujourd'hui, si l'on souhaite créer, ouvrir de nouvelles spécialités en termes de formation ou de recherche, eh bien, il convient d'en fermer d'autres, nécessairement. Donc nous le regrettons. C'est aussi la raison, malgré tout, pour laquelle nous essayons de développer nos ressources propres, c'est-à-dire de ne plus attendre nécessairement de l'État des moyens supplémentaires, mais de trouver sur notre territoire des partenariats qui nous permettront d'aller plus loin ensemble. Des partenariats avec qui? Alors ces partenaires, on va dire, sont de deux ordres. Il y a les collectivités territoriales et tout particulièrement les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie qui ont porté sur les fonds baptismaux l'université en 1979 et qui l'ont toujours accompagnée dans le cadre d'un contrat, le contrat Savoie-Mont-Blanc et même elles vont très souvent au-delà de ce contrat. On a également parfois des collectivités territoriales autres, ville d'Annecy, agglomération. Je crois qu'il y a un pôle métropolitain qui est peut-être en train de se mettre en place actuellement et certains des élus des grandes agglomérations m'ont dit qu'ils souhaitaient également monter aux côtés de l'université, tout comme les départements, et donc je m'en réjouis. Et puis il y a bien entendu le monde des entreprises. Nous avons un club des entreprises qui a 26 ans maintenant, qui est un des plus anciens de France et un des plus originaux, et puis une fondation, la Fondation Université Savoie-Mont-Blanc, qui a été créée en 2016 et qui réunit là 14 partenaires qui sont également à nos côtés. Et les premiers projets viennent d'être lancés. Ça annonce quoi du coup pour les prochaines rentrées? Il faut absolument trouver ces fonds dès la rentrée prochaine, dès cette rentrée 2018-2019? Disons, la recherche de moyens supplémentaires, c'est mon travail au quotidien en faveur de cette université. Mais cela veut dire également que va se poser la question, et se pose d'ores et déjà, la question de l'admission ou non des étudiants. Donc, ce sont les fameux prérequis dont on parle actuellement. C'est le fameux système APB dont on entend les trois lettres depuis voilà, plusieurs mois. qui est bien connu à la fois des jeunes, mais aussi très souvent des familles. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, sans doute, contrairement à ce qui se passait il y a 10, 15 ou 20 ans en arrière, on ne peut plus nécessairement aller à l'université faire les études de son choix. Il y a un certain nombre de prérequis qui existent. C'est plus difficile qu'avant parce qu'on avait effectivement, on a l'impression que tout le monde peut rentrer à l'université. Finalement, plus on avance, plus c'est compliqué, tout comme rentrer dans un BTS, dans quelque chose de technique ou dans une grande école. Tout à fait. Alors, contrairement à une idée reçue, d'ailleurs, il y a toujours eu des formes de tri, en quelque sorte, à l'entrée de l'université. Les écoles d'ingénieurs, les IUT, par exemple, puisque nous avons 2 IUT et une école d'ingénieurs, pratiquent une forme de sélection, en fait, depuis un grand nombre d'années. Ce que l'on peut observer aujourd'hui, c'est que compte tenu de l'afflux des étudiants et du manque de capacité que nous avons pour accueillir toutes les demandes, eh bien, il y a, grâce d'ailleurs à l'accord avec le rectorat, des formes de sectorisation qui ont été mises en place et qui permettent à notre université de ne pas recourir au tirage au sort, ce qui est vraiment la solution la plus aberrante qui puisse exister. Donc nous sommes une université qui refuse le tirage au sort et qui accepte tous les vœux 1, c'est-à-dire tout jeune qui a placé l'université Savoie-Mont-Blanc en vœu 1 dans le cadre d'APB a obtenu une place au sein de l'université. Ça veut dire qu'il n'y a eu aucun refus pour ceux qui voulaient rentrer à l'université Savoie-Mont-Blanc cette année? Dans le cadre de la sectorisation que nous avons pu mettre en place avec le rectorat, c'est-à-dire que nous avons privilégié
les jeunes de Savoie-Mont-Blanc, tous les jeunes de Savoie-Mont-Blanc ont pu obtenir une place au sein de notre université et nous en sommes extrêmement heureux. Ça veut dire que ce système APB, pour vous, il faut le revoir complètement pour l'année prochaine. Ça aussi, ça joue non seulement. Oui, je crois que la ministre a annoncé que ce système avait fait son temps et tout le monde en est largement d'accord. Il faut aussi rééquilibrer, par exemple, entre la Savoie et la Haute-Savoie. Vous avez donc une université d'épaule à Annecy et deux en Savoie. Il faut rééquilibrer aussi entre les deux ou c'est pour l'instant assez équilibré entre les deux départements? Disons, il y a beaucoup plus d'habitants, hein, plus de 800 000 habitants en Haute-Savoie et un peu moins en Savoie. Et on a le double de nos étudiants, globalement 10 000 en Savoie et 5 000 en Haute-Savoie. Donc c'est vrai qu'un rééquilibrage ou aller vers une forme d'équilibrage semblerait tout à fait naturel. Il ne s'agit pas d'enlever des étudiants de la Savoie pour les mettre en Haute-Savoie, mais je pense que nous avons largement les moyens sur ce territoire d'avoir une université de 20 000 étudiants, avec 10 000 étudiants en Savoie et 10 000 étudiants en Haute-Savoie. Mais pour cela, il nous faudra générer quelques moyens supplémentaires. Il y a aussi la réflexion pour des bâtiments, c'est des bâtiments qui sont anciens, ça aussi, ça compte d'avoir des universités très modernes? Tout à fait. Alors aujourd'hui, nous avons 3 campus. Donc le campus d'Annecy, qui est un campus avec d'excellentes conditions de travail pour les étudiants et pour les enseignants. Nous avons le campus du Bourget-du-Lac qui, lui, on va dire, est un campus un peu en situation intermédiaire, qui a vu beaucoup de bâtiments construits dans les années 90, mais les années passent, voilà, mais qui est dans un ensemble dynamique. Et puis, il y a le campus historique, qui est le campus de Jacob-el-Combette en Savoie, qui date des années 1970. Et là, actuellement, nous avons une étude qui est réalisée en partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations. Dans les semaines qui viennent, nous aurons les résultats. Nous nous réunirons ensuite avec les élus de la Savoie pour essayer de trouver la meilleure solution possible pour pouvoir redonner aux étudiants et au personnel qui obtiennent d'excellents résultats au niveau national. Globalement, on a des résultats 2 fois supérieurs à la moyenne nationale en lettres, en droit, dans les secteurs de l'IA qui sont situés là. Donc c'est un excellent campus. On fait de bonnes études et une bonne recherche, mais c'est vrai qu'il n'est plus aux normes actuelles et j'aurais même tendance à dire même aux normes presque passées, puisqu'il y a quand même un certain nombre de bâtiments qui ne pourront pas être véritablement rénovés, mais qu'il faudra vraisemblablement détruire. Ça veut dire que la Savoie, la Haute-Savoie, l'université Savoie-Mont-Blanc est toujours très attractif pour les étudiants. C'est un territoire qui donne envie de venir y étudier aussi? C'est un territoire qui donne envie d'étudier et où on étudie bien, puisque quand on regarde les résultats en termes de recherche, le fameux classement de Shanghai connu dans le monde entier, eh bien, nous apparaissons à 12 reprises dans le classement thématique. Nous sommes parmi les meilleures universités françaises, la 12e université française. Et quand on regarde par rapport à nos moyens, en fait, nous sommes dans les 3 premiers. En ce qui concerne la formation, il vient d'avoir un appel d'offres national appelé Disrupt Campus. On veut des campus disruptifs, où on va vraiment étudier complètement différemment les choses. Il y a eu 7 établissements qui ont été retenus. Nous faisons partie des 7 établissements qui ont été retenus. Et puis pour terminer, il y a 2 jours, j'étais avec tout un ensemble de militaires, l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air. C'était la journée nationale du réserviste. Eh bien, nous avons été reconnus par le ministère de la Défense comme une des 2 universités françaises labellisées pour l'engagement citoyen de sa jeunesse. Nous avons plus d'une 50aine de jeunes qui sont dans la réserve et je crois que compte tenu de la situation et de l'environnement que nous connaissons, on peut se féliciter que ces jeunes s'engagent aujourd'hui sur des tâches qui sont d'intérêt collectif. Venez donc étudier à l'université Savoie-Mont-Blanc, c'est le message. Voilà, venez donc étudier, nous serons très heureux et nous réussirons ensemble. Merci beaucoup Denis Varachin d'avoir été avec nous et puis bonne année scolaire à vous et puis bon courage. Et puis on va parler bande dessinée avec notre invité sur Skype, Olivier Seb. Vous êtes le dessinateur de cette BD, Les Fondus des vins de Savoie Jura Suisse que je prends dans les mains. Merci beaucoup Denis Varachin. Alors, c'est quoi l'idée de cet album ? En fait, c'est une idée qui vient d'abord du scénariste, qui est fan de vin. Et il avait fait une série qui s'appelait Les Fondus. Déjà depuis un certain temps, on faisait des fondus, du bricolage, d'un tas de choses, des téléphones portables et autres. Et puis il s'est dit, j'ai envie de faire un truc sur le vin puisque j'adore ça. Et donc, du coup, il a eu l'idée de faire un tour de France des vins, comme ça, en fonction des types de régions. Il y a à chaque fois un dessinateur différent qui devait dessiner un des albums.
et lui qui fait les scénarios. Voilà. Et ils sont 2 scénaristes pour s'aider un petit peu là-dessus, parce que s'ils doivent tout boire, ils n'en sortent plus. L'idée, c'est de découvrir à la fois le territoire tout en faisant rire, parce qu'en fait, c'est des planches, les planches sont uniques, c'est des petits gags, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, on prend quelque chose de réel, on en fait un gag. Et alors, à la fin du bouquin, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un petit cahier, Oui, un petit tout à cahier fait. un peu sérieux, avec, Oui, qui est plus où sérieux. on apprend beaucoup de choses en même temps. Donc, il y a des cartes, il y a des choses comme ça. Et donc, on mélange vraiment les deux. On mélange la bande dessinée didactique, on va dire ça comme ça, mais c'est surtout de l'humour. Et en même temps, ben, une BD, et en même temps, pardon, un cahier un petit peu plus sérieux, où on parle vraiment de la région. Il y a de quoi rire avec les vins de Savoie, de Jura et de Suisse. Évidemment qu'il y a de quoi rire. Il y a de quoi rire avec tout, en fait. Et c'est rire bon enfant, hein. Je vous rassure tout de suite, on ne se moque pas, on ne fait pas de choses comme ça, mais par exemple, Un petit peu on quand même. rigole, on fait des jeux de mots, on s'amuse, quoi. On s'amuse à donner des explications qui ne sont pas toujours les bonnes pour certaines choses, mais en mettant la bonne en même temps, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Combien de temps pour cette bande dessinée? Une BD en général, ça dépend des auteurs, mais disons que celle-ci, ça met à peu près 3 mois en tout, on va dire. 3-4 mois, parce qu'il y a aussi le scénario. Donc voilà, Où est-ce qu'on peut vous trouver? On vous trouve partout dans les librairies? j'espère. Je pense que c'est ça qu'on dit toujours, partout dans les bonnes librairies, je l'espère bien. Mais aussi dans les caves, figurez-vous. On trouve aussi, il y a certains cavistes qui mettent notre bouquin en trouvant que c'est un produit complémentaire à leur vin. Oui, Donc parce voilà. on apprend des petites anecdotes, on apprend un petit peu d'histoire. D'ailleurs, ça pourrait intéresser notre invité, parce qu'à un moment, vous avez une planche qui est sur le mont Le Granier, par exemple. Donc, on apprend des Oui. choses aussi un petit peu historiques. Voilà, exactement. Ou comme on apprend par exemple aussi les accords mets-vins, on donne aussi des petits trucs pour ça, pour les vins jaunes avec certains produits, certains fromages ou des choses comme ça. Enfin bon, voilà. Et puis, On apprend des choses tout en s'amusant. Voilà. et vous avez préféré les vins de Savoie, Jura, Suisse aux vins de Bourgogne, Bordeaux, etc. Et on a chaque fois on est chaque fois différent, hein, c'est pas, voilà, mais c'est vrai que moi j'en ai fait plusieurs parce que logiquement mon éditeur il aurait voulu qu'un dessinateur de la région s'occupe chaque fois plus ou moins de sa région. Sauf qu'il y en a plein qui ont dit oui mais non moi j'ai pas le temps et donc je me suis retrouvé à en faire pas mal, ce qui fait que j'ai fait Côte-du-Rhône, enfin le vôtre ici, Jura suisse et Savoie et en même temps je suis belge donc vous voyez pas de logique avec tout ça. Vous connaissez tous les vins, donc. Le prochain album, c'est sur quoi? On sait déjà ou pas encore? Moi, je suis en train de les travailler au corps pour faire un sur le whisky, je vous avoue, parce que j'ai vraiment très envie. Mais bon, ça suit son bonhomme de chemin. On commence à avoir fait pas un bon petit tour de France, donc on a déjà un petit peu de tout, donc on va voir. J'attends les propositions de mon éditeur. Il y a plein de projets en tout cas, vous avez plein de projets. Il y en a. Eh ben, Voilà. merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir fait découvrir, je rappelle le nom, les fondus des vins de Savoie, Jura, Suisse, avec inclus un cahier spécial découverte des vignobles. Si vous ne connaissez pas le vin, courez l'acheter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On continue, là, on continue à parler plus ou moins patrimoine. C'était un petit peu le patrimoine avec vous, Ghislain Garlati. Vous êtes guide du patrimoine des Pays de Savoie. Alors, on va dire un petit mot rapide. Guide du patrimoine, quel est votre rôle? Alors nous, les guides du patrimoine de Savoie-Mont-Blanc, ça a changé de nom cette Ça a année. changé de nom. Notre rôle, c'est évidemment d'accompagner des milliers de touristes chaque année, en été, mais aussi tout le long de l'année, pour faire connaître le patrimoine des Pays de Savoie. Voilà. Alors, on va prendre aujourd'hui la direction des marches en Savoie. Vous êtes spécialiste du coin. On va d'abord commencer par l'éboulement du granier. Et en même temps, on va avoir de magnifiques images de drones. Oui. Alors voilà, on parlait de la vie, du vin. Il faut aussi savoir, on commence quand même Ah, on va commencer par le vin, oui, pour faire la transition. Donc les Marches, c'est la première commune viticole de Savoie. Donc ça se voit, à peu près 300 hectares de vignes classés en AOC, qui fait les 2 crus principaux, Abîme et Apremont. C'est la période des vendanges en plus, hein, ça tombe bien. Et donc c'est très typique de ce terroir, justement, puisque cette vigne, elle est plantée ici aux Marches parce que, justement, c'est l'endroit de l'effondrement du mont Granier. Donc le mont Granier, tout le monde connaît le Granier. Par contre, peu savent qu'en 1248, le 24 novembre, la montagne s'est effondrée. C'était la plus grande catastrophe naturelle du Moyen-Âge. Et à ce moment-là, vous avez eu 1 demi-milliard de mètres cubes de rocs
et de boue qui se sont littéralement effondrés dans la vallée. 32 km² de terrain ont été complètement anéantis et vous avez 16 localités qui ont été rayées de la carte. Et donc on avait entre 1000 et 9000 victimes. Voilà. Et donc du coup, après cet éboulement, c'est pour ça que les vignes sont arrivées à cet endroit, c'est ça? Alors elles ne sont pas arrivées tout de suite. Avant de mettre de la vigne, il a fallu mettre des hommes. Et c'est pour ça que Amédée V, comte de Savoie, a créé en 1301 le bourg fortifié des Marches. Voilà. D'accord. Une ville neuve, fortifiée. Et c'est assez intéressant puisque le bourg des Marches, c'est à l'heure actuelle le seul vestige de ville neuve de cette époque, donc un petit bijou d'architecture civile et militaire gothique, encore en l'état, dans les Pays de Savoie. C'est même le seul exemplaire connu, à ma connaissance, hein, de bourg avec un plan symétrique en l'état, dans tous les Pays de Savoie. Donc c'est vous dire l'intérêt de ce village. Parce que tous les autres ont été détruits, c'est le seul qui reste... Alors les autres sont soit en Suisse, soit en dehors des Pays de Savoie actuels. Donc voilà, on voit... Là, on est à l'intérieur. Alors on voit une très belle vue prise en drone, je vais y arriver, grâce, il faut que je le dise parce que sinon ils vont me taper dessus, là, c'est des prises de vue qui ont été faites grâce à l'école de drone de Chaparayan. D'accord. Voilà. Bah, Donc, merci ils nous à ont eux pour donné ces images. gratuitement, voilà, et c'est des images formidables, parce que là on voit très bien le bourg fortifié, l'allure rectangulaire, donc qui est quasiment unique pour toute la Savoie. D'accord. Et donc ce bourg, ça a été l'ancienne frontière de Savoie. Voilà, alors pourquoi ça s'appelle les Marches? Parce qu'au Moyen-Âge, une marche, c'est une frontière. Et donc ça s'appelle les Marches parce que c'était la frontière entre la Savoie et le Dauphiné, puis ensuite la France. Et on va dire que les marcherus, donc habitants des Marches, ont bien joué ce rôle de défenseurs de la Savoie, puisque la frontière à cet endroit n'a pas bougé. Hein, partout ailleurs, le budget a été perdu. Et bien là, la frontière médiévale mise en place par Amédée V a tenu le coup. Et à cette époque, donc, on avait à la fois des armées qui protégeaient la Savoie, mais aussi des douanes. Donc on a encore les anciennes douanes. Et on avait aussi évidemment des contrebandiers, donc c'est toute une série d'histoires locales assez intéressantes. C'était un point stratégique. Un point stratégique, effectivement, qui bouchait la vallée du Grésivaudan, qui barrait la route des envahisseurs dauphinois puis français quand ils allaient vers Chambéry. Quand on vient aux Marches, qu'est-ce que vous faites visiter? Comment, si on veut faire un petit parcours, comment ça se passe? Alors, il faut me téléphoner, et puis après, je vous fais visiter le bourg fortifié des Marches, son histoire. Si j'ai le temps, je vous fais une petite dégustation d'abîme ou d'apremont. Ah, ça c'est intéressant. L'abîme, c'est sublime, l'apremont, c'est super bon. Et pour les personnes qui sont peut-être un peu plus intéressées par les balades nature, on peut faire le tour du lac de Saint-André, qui est classé grand site par le département de la Savoie. Et puis sinon, on peut aller voir les bornes sardes, qui étaient donc tout le long de l'ancienne frontière avec la France. On peut quasiment faire une journée entière de balade, si ce n'est même plus Je peux en même une vous journée. accueillir plusieurs jours, il n'y a pas de souci. Les vignes, en plus, visiter comme ça les vignes, c'est toujours intéressant, ça plaît forcément aux gens. Oui, oui. Alors je peux même me permettre de faire un peu de pub pour Bernard Vissou, qui a lancé un peu l'œnotourisme il y a très longtemps. Aujourd'hui, ça marche un peu partout en Savoie et puis même en France. Mais à cette époque, c'était un pionnier et puis il continue à faire visiter les vignes pendant les vendanges et par la suite dans les caveaux pour faire déguster ce patrimoine viticole, œnologique, qui est très important pour notre pays. Enfin, oui, parce que le vin, c'est aussi du patrimoine. Oui, tout à fait. Comment les gens, là, il y en a de plus en plus de gens qui viennent, qui font appel à vous, guide du patrimoine. Vous avez des groupes aussi, j'imagine? Alors, moi, personnellement, ça fait 2 ans que je suis guide du patrimoine. Donc, ça fait pas très longtemps. Et rien que pour les marches, on est à peu près à 400 visiteurs depuis 2 ans. Donc, c'est quand même assez symptomatique. Ça montre le dynamisme de ces visites et l'intérêt des gens pour notre patrimoine. Surtout un patrimoine qui est jusque-là peu connu. Il n'y avait pas de visite avant aux marches. Et alors que, bon, c'est un site... J'espère que vous l'aurez compris, assez exceptionnel. Comment on sait qu'on peut venir vous voir? On va sur les guides du patrimoine, mais comment les gens vous trouvent globalement? Parce qu'il faut avoir l'idée forcément de venir vous chercher. Tous les bons offices du tourisme, normalement, ont la plaquette des guides du patrimoine des Pays de Savoie, de Savoie-Mont-Blanc, pardon. Il faut s'y faire. Sur Internet, on peut facilement trouver une idée de sortie, les coordonnées des guides.
des 150 guides qu'il y a donc, sur les 75 sites à peu près que gère l'association des guides du patrimoine. Donc normalement, tout le monde peut trouver son bonheur. Il n'y a pas de raison de ne pas venir aux marches. Y compris les scolaires. Donc on peut aussi faire des visites pour les enfants, pour les scolaires, pour les initier à ce patrimoine, puisque les enfants, évidemment, sont les garants de l'avenir. Et si on veut protéger le patrimoine dans le long terme, on a besoin de les initier à ce patrimoine. Enfin, ils ne font pas de dégustation. Non. Il y a du jus de raisin. Du jus de raisin, c'est aussi. Comment pourquoi vous êtes devenu guide du patrimoine? Vous le connaissiez avant et puis vous êtes dit, tiens, je vais faire partager ma passion. Comment ça s'est passé? Alors oui, alors effectivement, j'aime l'histoire, j'aime mon village, je suis des Marches. Et tout de suite, dès que j'ai fini mes études d'histoire, je me suis attelé à faire en sorte de mettre en valeur ce patrimoine. Et ce sont des amis guides du patrimoine qui sont venus me chercher pour m'obliger à faire cette formation de 7 mois. Donc c'est une formation assez ardue. C'est pas n'importe qui les guides du patrimoine, c'est des gens formés, très compétents. 7 mois de formation sur tous les aspects du patrimoine de la Savoie. Et par la suite, on a pu mettre en place donc, des visites régulières de très haut niveau pour accueillir donc, tous les publics dont j'ai déjà parlé. Oui, c'est ça, vous êtes formé tout au long de l'année. L'année dernière, on a rencontré déjà plein de guides du patrimoine. Effectivement, vous êtes extrêmement pointu sur vos domaines. C'est assez impressionnant souvent. Oui. Il faut. Vous cherchez toujours de temps en temps des guides du patrimoine aussi, c'est pour les gens qui ont les connaissances, qui seront formés, c'est toujours bon à prendre. Chaque année, il y a des sessions de formation pour des nouveaux guides. Donc, les volontaires peuvent contacter les guides du patrimoine de Savoie-Mont-Blanc. On va y arriver. Et on les mettra en relation après avec les formateurs. Eh ben, merci beaucoup, Ghislain, d'être venu sur notre plateau. Et puis merci donc, si on veut, on va découvrir ce magnifique bourg des Marches dont on a vu de magnifiques images tournées par, vous m'avez dit, l'école de drone de Chaparia. Voilà, ainsi que Christian Rossa et François Pirot. Merci à eux. Je reçois en dernière partie sur ce plateau la directrice de France Bleu Pays de Savoie, Valérie Derrière. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, France Bleu Pays de Savoie, tout le monde l'a dans sa voiture, tout le monde l'a sur son transistor. Qu'est-ce que ça couvre comme territoire? Alors, notre zone de service, c'est la Savoie et la Haute-Savoie. Mais après, on a une zone de couverture qui est beaucoup plus large, puisqu'on couvre également l'Ain. On peut nous entendre en Isère, on nous capte jusqu'à Lyon. Et on nous capte en Suisse également, et ça, c'est le mystère des ondes. Combien vous avez d'antennes, du coup, sur tout ce territoire? Écoutez, on n'a qu'une antenne. Vous n'avez qu'une antenne? On a l'antenne de France Bleu Pays de Savoie, qui est diffusée partout. Voilà. Et les journalistes, ils prennent leur voiture tous les jours et ils parcourent de nombreux kilomètres, un peu comme nous d'ailleurs. Alors, France Bleu Pays de Savoie, ce ne sont pas que des journalistes. Alors, bien sûr, on a des journalistes, ce sont 32 personnes qui travaillent en tout. Il y a des chargés d'accueil, il y a un régisseur, une agent de gestion, des techniciens, des animateurs pour faire l'antenne, puisque France Bleu Pays de Savoie propose chaque jour 11 heures de programme consacrés aux gens d'ici. Uniquement aux gens d'ici, et c'est beaucoup. Est-ce que vous avez eu donc là c'est la rentrée, donc tout le monde a ses nouveautés. Vous, vos nouveautés du côté de France Bleu, qu'est-ce que ça a été pour cette saison qui va arriver? Écoutez, les nouveautés, l'idée c'était de poursuivre sur la bonne marche de France Bleu Pays de Savoie, puisque ça fait des années qu'on ne cesse de progresser, que cette année, on a eu un deuxième record d'audience, 2 années de suite. On enregistre tous les jours 107 500 auditeurs, c'est vous dire en 7 jours, si vous multipliez. Ça fait presque 750 000, plus de 750 000 auditeurs, c'est bien, Pauline. Oui, j'ai vu. Vous calculez vite, c'est bien. Je suis nulle en maths, moi. Donc voilà. Donc les nouveautés, c'était garder la bonne humeur, garder les reportages. C'est une radio de terrain, France Bleu Pays de Savoie. En matinale, on a ajouté plein de rendez-vous que je vous invite à écouter, à découvrir dès 6 h le matin. C'est des rendez-vous encore plus locaux, c'est d'intégrer les gens dans la vie de la radio aussi? C'est aussi prendre le temps de parler d'infos, de découvrir des reportages, d'entendre parler les gens. C'est le petit bonheur proposé à 7 h 15 par exemple. L'idée, nous avons Christophe Garnier qui va se balader au petit bonheur dans un quartier, dans un village, et qui va rencontrer notre voisin, notre collègue, notre ami. Enfin, voilà. C'est parler autrement de l'actualité que l'actualité qu'on entend au niveau national, c'est parler autrement. En fait, France Bleu Pays de Savoie, c'est une radio qui est faite
par des gens qui sont vraiment ici au cœur du territoire, qui aiment le territoire, qui vivent le territoire. Donc c'est forcément plus facile. L'autre nouveauté de la rentrée, parce que je vais forcément blesser quelqu'un à ne pas parler de tout, mais je sais qu'on est limité, un petit peu moins qu'en radio, mais quand même un peu par le temps. Mais c'est La Vie en Bleu, ce grand magazine, 9h, 11h, avec un dossier du jour, avec des conseils de vie pratique, la santé, le jardin, avec Dédé, notre jardinier depuis déjà des années, star locale maintenant. Qui donne les bons conseils. C'est ça, c'est l'assiette savoyarde dans La Vie en Bleu. C'est Mercotte également. Et je vous disais tout à l'heure que France Bleu Pays de Savoie était une radio de terrain. La preuve en est, puisque demain, on est en direct d'Annecy, de 9h à midi à l'Arcadium pour le salon On est bien, dont nous sommes partenaires. Et de 16h à 19h, nous restons à Annecy, mais on déplace notre studio pour nous installer au Haras pour la fête de la gastronomie. Mais au mois d'octobre, on sera en direct de la Journée des plantes d'Aiguebelette. On ira faire un tour au Grand Bivouac à Albertville. On parlera du Festival BD de Chambéry. Et en novembre, nous serons en direct du Salon Naturelia à Roche-Expo, à La Roche-sur-Foron. Et le même week-end, c'est le week-end du 24 novembre, nous serons en direct du Salon Saveurs et Terroirs à Chambéry pour parler, entre autres, du concours amateur de gâteaux de voyage des Savoies. Tout un programme. Présidé par Mercotte. Présidé par Mercotte, tout un programme. Exactement. Et Radio de terrain. Radio de terrain. Radio Et de puis terrain. alors on voit là votre page Facebook. Oui. Pareil, les réseaux sociaux, le net, ça reste maintenant, on est obligé de se développer. France Bleu aussi le fait. Voilà, il faut une page Facebook pour interagir encore plus facilement aussi avec les auditeurs. Une page Facebook qui cartonne, vraiment, avec des reportages, avec des vidéos qui sont superbes. Enfin, cet été, on a fait un carton avec la vidéo du concours du Haut-de-Savoie, du plus long du Haut-de-Savoie. Ah oui. D'ailleurs, on en avait parlé dans l'émission C'est Médiasphère ça. parce que c'était assez impressionnant. À la rentrée, on a également cartonné avec un très beau reportage de Richard Vivion sur le problème des cloches des vaches. Ah oui, ça a beaucoup fait Ça a beaucoup fait parler aussi. Donc voilà, sur la page Facebook, vous avez toutes nos émissions également. Et vous pouvez interagir puisque c'est une radio d'ici et elle vous appartient. Un peu comme chez nous à 8 Mont-Blanc, interagissez, on est là pour écouter les gens et pour être au plus proche d'eux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Valérie Derrière, et puis bonne saison avec France Bleu. Et puis Olivia nous rejoint très rapidement pour les titres du JT. Ce soir, rapidement, de quoi on parle ? Alors, on parle du 34e sommet franco-italien qui a eu lieu hier à Lyon. Donc, ils ont abordé forcément le sujet du projet du Lyon-Turin. Fanny de Buisson y était. Et en deuxième titre, ce sont les 150 élus locaux qui ont tapé du poing sur la table ce matin à Moutier par rapport au prélèvement de l'État. Merci beaucoup Olivia, merci d'être venue sur notre plateau. On écoute donc France vous. Bleu dans sa voiture pour avoir toutes les bonnes infos et tous les bons plans de Savoie-Mont-Blanc. Merci beaucoup d'être venue. Sous la douche aussi. Sous la douche aussi, et sous la douche le matin. Et avec l'appli France Bleu sur les téléphones mobiles. Parfait, vous êtes partout. Parfait. Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouvera demain pour la dernière de la semaine. Nous recevrons des représentants du GIS. Ils reviennent de leur mission à Saint-Martin. Marion Grange de la Cinémathèque des Pays de Savoie sera également avec nous pour nous parler d'un documentaire. Et puis Camille reviendra pour nous donner toutes ses idées de sortie de ce week-end en Savoie-Mont-Blanc. Tout de suite, c'est le JT avec Olivia et nous, on se retrouve demain. Passez une très belle soirée.